Bonjour à ceux qui nous rejoignent, troisième partie de cette édition avec l'actualité parlementaire au Sénat, avec les titres de cette actualité. Saveria, bonjour. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce matin, l'inquiétude autour d'Ascoval. British Steel, le repreneur britannique, a été placé en redressement judiciaire. Bruno Le Maire va recevoir tout à l'heure les élus de la région et les représentants syndicaux à Bercy. On se veut rassurant en expliquant que la reprise va se poursuivre. Dernière ligne droite pour la campagne des Européennes à 3 jours du scrutin. Un tiers des Français ne savent toujours pas pour qui voter et surtout plus de 55% ne comptent pas se rendre aux urnes. Côté intention de vote, le Rassemblement national et la République en marche font toujours la course en tête selon les derniers sondages. Nous en parlerons avec le vice-président du Sénat, le sénateur centriste Vincent Delahaye. L'incitation ne marche pas, il faut aller plus loin. C'est la position d'une partie des sénateurs pour lutter contre les déserts médicaux. La commission de l'aménagement du territoire défend notamment une mesure de régulation de l'installation des médecins. Auditionnée dans le cadre de la loi santé, la ministre Agnès Buzyn refuse elle toute forme de coercition. Mais tout d'abord donc l'inquiétude autour d'Ascoval. British Steel, le repreneur britannique, a été placé en redressement judiciaire. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, va recevoir tout à l'heure les élus de la région et les représentants syndicaux à Bercy. On se veut rassurant en expliquant que la reprise va se poursuivre. Les sénateurs de la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie sont eux inquiets. Les explications d'Héloïse Grégoire. La menace planait depuis plusieurs jours. Le repreneur d'Ascoval, British Steel, numéro 2 de l'acier britannique, a fait faillite. Pourtant, début mai, l'entreprise est désignée repreneur de l'usine française à Saint-Saulve. Et pour éviter ce dépôt de bilan, elle demande un prêt d'urgence de 30 millions de livres au gouvernement britannique, sans succès. Pour ce sénateur, c'est un coup dur pour les salariés. C'est inconcevable, on ne comprend plus où on va. Donc soit c'est de l'incompétence, parce qu'a priori il y avait toutes les garanties financières, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que tout ceci n'était pas vrai. Ce matin, la région Hauts-de-France a voté à l'unanimité un prêt de 12 millions d'euros à British Steel. Valérie Létard veut rassurer les salariés. Le message qui sera adressé au ministre et qui est d'ores et déjà adressé à Bercy, c'est tout simplement de rassembler à Bercy le plus rapidement possible d'ici la fin de semaine, repreneurs, porteurs de projets, les gens d'Ascoval, les salariés, les élus régionaux, territoriaux qui accompagnent ce projet. En France, c'est plus de 270 salariés qui se demandent ce que cela va changer pour eux. À travers un communiqué, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a tenté de les rassurer. Pour lui, le site de Saint-Saulve en France n'est pas concerné par cette faillite. Nous sommes toujours confiants sur la pertinence de l'intégration de la scierie de Saint-Saulve avec les activités européennes de British Steel. Ce qui se joue en ce moment, c'est surtout l'avenir des activités sidérurgiques de British Steel au Royaume-Uni. Bruno Le Maire recevra d'ici la fin de la semaine les salariés d'Ascoval. Augustin de Romanet, reconduit à la tête d'ADP, l'actuel patron d'Aéroports de Paris, a vu son mandat renouvelé hier par les députés et les sénateurs lors de son audition au Sénat. Il est revenu sur les référendums d'initiative partagée qui visent à s'opposer à la privatisation d'ADP. Je vous propose de l'écouter justement. J'ai dit que la privatisation pouvait être une chance. Je n'ai pas dit que c'était une chance. J'ai dit que ça pouvait être une chance. Et je vous le redis, nous avons toujours gardé une santé mentale intacte en ne nous identifiant jamais à la privatisation. Donc, nous sommes capables de gérer l'entreprise avec un actionnaire public. Je pense vous l'avoir démontré. Donc, on n'a pas besoin d'un actionnaire privé pour faire mieux. La seule chose qu'on dit, c'est que si on a un actionnaire privé, c'est pas interdit qu'on fasse mieux. Comme avec un actionnaire public, la seule différence, la vraie différence qui est une différence mécanique, qui est une différence, je dirais presque organique, c'est que lorsque vous avez un de vos actionnaires, quel qu'il soit, qui par définition de la loi ne peut pas descendre en dessous de 50%, il y a certaines opérations de développement qui ne sont pas autorisées. Voilà, et le Sénat a voté cette nuit la réforme de la distribution de la presse, un texte jugé indispensable par le ministre de la Culture Franck Riester, mais combattu par la CGT du livre. La réforme prévoit notamment d'ouvrir à de nouveaux acteurs le secteur de la distribution. Merci Saveria, voilà ces images. Merci pour cette actualité parlementaire au Sénat. Place maintenant à l'interview politique dans un instant. À tout de suite.
Bonjour Vincent Delahaye, vous êtes centriste et sénateur de l'Essonne et vous êtes vice-président du Sénat. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour Vincent Delahaye. Hier, Emmanuel Macron a appelé à la mobilisation générale face au risque d'abstention. Un tiers des Français ne savent toujours pas pour qui ils vont voter dimanche. Et surtout, près de 60% d'entre eux ne comptent pas tout simplement se rendre aux urnes. Comment vous expliquez une telle incertitude et surtout un tel désintérêt pour cette élection ? Alors d'abord, pour ceux qui ne savent pas pour qui voter, moi je souhaite que l'on vote pour des Européens convaincus et la liste UDI qui est menée par Jean-Christophe Lagarde fait partie des listes les plus européennes et qui a fait le plus de propositions concrètes pour améliorer l'Europe, même si on peut regretter que le Parlement européen n'ait pas plus de pouvoir. C'est pour ça que notre liste propose que ce soit le Parlement qui décide du président de la Commission. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie, vous savez, la Commission européenne, elle a beaucoup de pouvoir, et en fait, son président est nommé et désigné en fait par les chefs d'État. Et les chefs d'État, ils désignent un candidat qui ne va pas leur poser de problème et qui ne va pas leur causer de soucis. Donc, ça serait plus normal que, puisque le Parlement européen est élu par les Européens, qu'on ait un président qui soit désigné par le Parlement. Alors, je pense que ce problème du pouvoir du Parlement européen est aussi un problème par rapport à la mobilisation des électeurs. Ce que vous nous dites en fait, c'est que vous avez le sentiment que l'Union n'est pas incarnée aujourd'hui, elle n'est pas bien incarnée. Elle n'est pas incarnée. Moi, je pense qu'il faudra un président ou une présidente de l'Europe, puisqu'il faudra un visage, et puis qu'on a malheureusement un Parlement qui n'a pas assez de pouvoir. Et du coup, les électeurs ont l'impression que ces élections européennes ne servent pas à grand-chose. Donc ça ne les a jamais mobilisés, ça ne les mobilise pas beaucoup. En plus, c'est vrai que souvent on sert de l'Europe comme d'un bouc émissaire, alors que nos problèmes viennent souvent de nous-mêmes en France, parce que souvent en plus on surtranspose, ça veut dire qu'on va plus loin que les directives européennes. Les directives européennes disent un certain nombre de choses, et puis nous en France, on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Et du coup, c'est vrai que ça donne l'impression que c'est l'Europe qui nous embête. En réalité, l'Europe est une solution. C'est un bouc émissaire facile. Pour revenir à la liste que vous soutenez, l'UDI, celle de Jean-Christophe Lagarde, quel est le score que vous visez? Aujourd'hui, les sondages le créditent à peine de 2 à 3% des intentions de vote. Et puis de façon plus générale, l'UDI peine à se faire entendre dans le paysage politique. Écoutez, vous l'avez dit vous-même au début, il y a un tiers des Français qui ne savent pas encore pour qui voter. Donc il reste encore un petit peu de temps. Et c'est vrai que c'est souvent dans la dernière ligne droite que les gens se décident. Pour les élections, c'est même souvent de plus en plus tardif. Donc viser un score, c'est pas viser un score. Nous, on souhaite, c'est une élection à proportionnelle. Donc c'est pas un face-à-face, c'est pas un match retour de la présidentielle. C'est un peu ce que Macron. Vous déplorez que ça ne se résume qu'à ça, qu'à un match retour. On a l'impression que c'est le match retour des présidentielles. Vous savez, le 27 mai, c'est-à-dire lundi prochain, il n'y aura aucune conséquence sur la vie politique française. Les élections européennes seront passées, elles n'ont jamais été des élections majeures pour la vie politique française. Donc je crois qu'il faut voter pour ces idées. Si la liste du Rassemblement national arrive en tête, je pense que ça aura des conséquences sur le plan national. Vous verrez, je pense que ça n'en aura pas. Mais on pourra regarder. Je pense que ça n'en aura pas et je pense que ce qu'il faut, c'est voter pour ces idées et on est sur une élection à la proportionnelle. Alors pour une fois qu'on est sur une élection à la proportionnelle, il faut effectivement exprimer et c'est le seul vote utile, c'est le vote pour ces idées. Pour terminer très rapidement sur cette question des Européennes, François Bayrou estime que l'Union européenne... Il ne faut pas aller trop vite sur l'Europe. Est au bord de la disparition. Est-ce que vous partagez ce constat? Pardon François Bayrou estime que l'Union européenne aujourd'hui est au bord de la disparition. Est-ce que vous partagez ce constat? Écoutez, ça fait partie des risques. C'est vrai que c'est une construction difficile, mais qui est indispensable. Si l'Europe n'existait pas aujourd'hui, il faudrait l'inventer. Et l'UDI et la liste qui est menée par Jean-Christophe Lagarde a fait des propositions très concrètes sur ce sujet, que ce soit un FBI européen, un ministère de l'intégration, beaucoup de choses. Donc je crois que ça mérite que les électeurs s'y penchent et regardent ça sérieusement. Quelques mots sur un autre dossier d'actualité, la reprise d'Ascoval. On a appris hier que British Steel, les autorités britanniques ont ordonné la liquidation de British Steel, qui est le repreneur désigné d'Ascoval. À Bercy, on se veut rassurant. Est-ce que vous y croyez aux propos rassurants de Bruno Le Maire sur Ascoval? Écoutez, c'est normal que le ministre tienne des propos rassurants. Il essaye de rassurer tout le monde. Ceci étant, quand on a une entreprise, il faut que cette entreprise elle soit rentable. On parle toujours des profits, mais une entreprise, elle a besoin de faire des profits. Si elle veut payer ses salariés et continuer à embaucher, c'est indispensable. Donc, ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la rentabilité.
Et pour être rentable, il faut avoir moins d'impôts. Donc, et en France, on a trop d'impôts et de taxes. On est les rois et on est les champions du monde des impôts et des taxes. Alors justement, sur toutes ces questions de fiscalité, puisque c'est votre spécialité ici au Sénat, vous appelez une réelle refonte fiscale et une autre logique fiscale, j'allais dire. Quelle est-elle, cette logique fiscale? Alors voilà, pour notre part, on considère qu'on en a marre du rafistolage, des petites mesures, et on a l'impression qu'on continue dans cette direction-là. On pense qu'il faut tout remettre à plat, et il faut remettre à plat l'impôt sur le revenu. Il faut que tout le monde paye de l'impôt sur le revenu et que tous les revenus soient imposés, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, à l'intérieur de cette réforme, on veut la simplifier bien sûr l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire supprimer 80 niches fiscales sur 180 à peu près. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, et de réduire l'impôt sur les classes moyennes. C'est-à-dire la deuxième et la troisième tranche, on réduirait cet impôt sur les classes moyennes, ce qui est important. Ça, c'est la première partie de notre fonte fiscale. La deuxième, c'est de baisser la CSG de 2,5 points. Donc baisser fortement la CSG et en contrepartie augmenter la TVA. Et augmenter la TVA, ce qui fait que la protection sociale pèserait un petit peu moins sur le travail et plus sur la consommation et sur les importations, ce qui est important. Et en même temps, on prévoirait une taxe zéro, une TVA zéro sur les produits de première nécessité, style l'eau, l'électricité, les fruits et légumes, un certain nombre de produits qui auraient une TVA zéro. Et le troisième point majeur, parce que je n'ai pas le temps de vous détailler l'ensemble de nos propositions, mais c'est sur un ISF intelligent. C'est-à-dire qu'on considère que ça a été une erreur de supprimer l'ISF. On a concentré en fait l'impôt sur la fortune sur l'immobilier. Et l'immobilier est une part importante des petites et moyennes fortunes, mais les grandes fortunes, elles sont surtout en placement financier. Donc en fait, aujourd'hui, elles ne sont plus du tout contributrices. Et donc, nous cette contribution... Pour être très clair, c'était une erreur de supprimer l'impôt sur la fortune? Je pense. Je pense que, ne serait-ce que psychologiquement, vis-à-vis de tous les Français, de tous ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois, je pense que c'est une erreur psychologique. Ceci étant, il fallait rendre intelligent cet impôt, c'est-à-dire permettre que les contribuables, ceux qui doivent payer cet impôt, puissent le payer à travers un investissement dans les PME, les start-up, donc à 100% et sans plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de capitaux dans nos petites et moyennes entreprises pour qu'elles se développent un peu plus et qu'elles puissent embaucher et réussir. Donc, si on pouvait prendre une partie de l'argent de l'ISF pour le mettre dans ces entreprises, ces petites et moyennes entreprises, je pense que sur le plan économique, ça serait un gros gain. Vincent Delahaye, une dernière question sur ce dossier de la fiscalité. Le Sénat qui a voté cette semaine la loi GAFA, la loi sur les géants du numérique. Est-ce qu'il faut se féliciter que la France ait décidé de le faire et de le faire seule, c'est-à-dire de faire cavalier seul en Europe? Est-ce que ça sert à quelque chose? Le Sénat a voté... D'autant plus que le Sénat a voté un amendement qui limite cette taxe dans 2 ans. C'est-à-dire que dans 2 ans, cette taxe va disparaître. À quoi ça sert? Écoutez, nous, on n'était pas enthousiastes vis-à-vis de cette taxe. On pense que l'économie numérique doit contribuer un petit peu plus à la vie collective, ça c'est sûr. On pense que c'est compliqué cette taxe. En fait, le vrai problème, alors, en plus, juridiquement, on pense qu'elle est très fragile. Donc, et que comme c'est des groupes qui ont beaucoup de moyens, ils vont attaquer l'État français très rapidement et on risque de s'apercevoir que en fait, cette taxe n'est pas légale. Mais néanmoins, ce n'est pas à mettre à l'honneur de la France, justement, de lancer un effet d'entraînement sur cette question de la taxation des géants du numérique. Si, sur le fond, c'est bien de montrer qu'on souhaite que cette question-là soit traitée sur le plan européen et qu'on est peut-être les leaders là-dessus. Le vrai problème, c'est les données. Les données personnelles, parce qu'en fait, on a des entreprises souvent américaines, voire chinoises, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la Chine, mais la Chine fait beaucoup de choses, qui utilisent les données des Français. Et ces données, alors, il faut les protéger d'abord. Il y a eu un règlement de protection, le RGPD, et en même temps, il faudrait les valoriser. Il faudrait qu'on puisse valoriser ces données de façon à ce qu'on puisse dire, écoutez, vous utilisez nos données, mais nous, Français, on vous facture quelque chose. Très bien, c'est un autre dossier. Vincent Delahaye, sénateur centriste de l'Essonne. L'Essonne, il y a une pub en ce moment dans les gares franciliennes. Il y a 123 sites touristiques dans votre département. Qui l'eût cru? C'est pourtant le département le moins visité de France. Alors j'ai noté qu'il y avait 2 villes royales, 5 musées, 22 espaces naturels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens, les Français viennent visiter votre département? Écoutez, d'abord, le moins visité de France. Le faire savoir, c'est vrai qu'on est un département jeune. On a 50 ans, un peu plus de 50 ans, l'Essonne. Et en même temps, on est un département à la fois urbain et rural.
urbain J'ai vu des prix son nord, d'immobilier dans certaines communes qui est assez élevé. Et on n'a pas le château de Versailles, on n'a pas la Tour Eiffel, on n'est pas non plus au pied du Mont Saint-Michel. On n'est pas au pied du Mont Saint-Michel, mais on a de vraies richesses. Et je pense qu'on ne consacre pas assez de moyens à la promotion de notre territoire. Donc c'est vrai qu'on a maintenant des taxes de séjour un petit peu partout qui devraient nous permettre de financer à la fois plus de valorisation et plus de promotion de notre territoire. Merci Vincent Delahaye. Merci beaucoup Vincent Delahaye. Sénateur centriste de l'Essonne qu'il faut donc aller visiter. Il faut visiter, voilà. Et puis il faut reparler de la fiscalité. Et l'agenda maintenant, ce qui se passe au Sénat, ça va. Alors aujourd'hui, dès 9h, il faut la suivre à la délégation aux collectivités territoriales qui est présidée par l'ancien ministre Jean-Marie Bockel. Ils auditionnent des experts sur les collectivités territoriales, levier de développement pour les territoires ruraux. Ils vont être interrogés notamment sur la question du développement des territoires ruraux et des mutations de l'action publique. À 9h30, une audition de l'OPEX, l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur le fameux projet de loi sur Notre-Dame de Paris. Quels peuvent être les apports des sciences et des technologies à la restauration de Notre-Dame? C'est la question posée ce matin alors que le Sénat s'apprête lundi à examiner le projet de loi qui concerne justement la reconstruction de la cathédrale. Et puis enfin, à 11h30, une audition de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Des chercheurs, des spécialistes de l'intelligence économique sont interrogés notamment sur la question de la souveraineté numérique dans les relations internationales. Et puis dans le reste de l'actualité, un tout autre sujet, la loi santé, l'incitation ne marche pas. Il faut aller plus loin. C'est la position d'une partie des sénateurs pour lutter contre les déserts médicaux. Les sénateurs de la commission de l'aménagement du territoire qui défendent une mesure de régulation de l'installation des médecins. Auditionnée dans le cadre justement de cette future loi santé, la ministre Agnès Buzyn refuse, elle, toute forme de coercition. Les explications de Jonathan Dupriez. La commission des affaires sociales examine le projet de loi santé et ses 384 amendements. Le Sénat a logiquement apporté quelques modifications au texte voté à l'Assemblée. Les sénateurs ont notamment adopté un amendement visant à inciter les jeunes médecins à s'installer, moyennant une exonération de charges sociales. Mais pour le rapporteur, les moyens ne sont pas suffisants pour mettre en œuvre les réformes à venir. Je pense que ce texte-là va subir le même sort que les textes précédents. Parce que s'il y a des choses intéressantes dedans, les GHT, les CPTS, les de proximité, il n'y a pas les moyens financiers mis en face pour leur permettre d'aboutir. En revanche, la question des déserts médicaux divise les sénateurs. D'un côté, la commission des affaires sociales penche pour des mesures incitatives pour les médecins. De l'autre, la commission de l'aménagement du territoire saisit pour avis, qui plaide pour des moyens de contraindre l'installation des médecins en zone désertifiée, en mettant dans la balance le conventionnement des praticiens à l'assurance maladie. Cet amendement vise à mettre en œuvre un système dit de conventionnement sélectif, afin de limiter les installations des médecins dans les zones surdotées, selon un principe une arrivée pour un départ. Amendement rejeté, pour la commission des affaires sociales, cela va trop loin. C'était plus que de la régulation, c'était de la coercition, c'est ce que j'évoquais. Alors on peut comprendre que la commission aménagement du territoire intègre à leur réflexion ce problème des zones sous-denses. Pour autant, c'est même pas le fait de dire on est contre des mesures coercitives, c'est que nous sommes pour la plupart convaincus qu'elles ne seront pas efficaces. Certains des amendements rejetés pourraient être réintroduits au moment de l'examen du projet de loi santé en séance publique à partir du 3 juin prochain. Voilà, on passe maintenant à l'œil de l'éclairage du jour dans un instant. L'éclairage du jour, il sera le fait de Mireille Wimberg. Bonjour, journaliste à l'Opinion. Merci d'être sur ce plateau avec nous ce matin. Bonjour Mireille Wimberg, on va donc parler avec vous de cette réforme de la santé. On l'a vu, Agnès Buzyn était cette semaine au Sénat pour défendre son projet de loi. Parmi les grands enjeux, bien sûr, la lutte contre la désertification médicale. Pourquoi tout d'abord c'est si difficile de s'attaquer, de régler cette question des déserts médicaux? Mais écoutez, on n'a pas de médecins. Et les médecins, on ne les trouve pas par opération du Saint-Esprit. Donc on fabrique un médecin en 10 ans en France. Donc il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, on prend des mesures. Vous savez, on a desserré le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est le nombre de médecins qui peuvent passer en deuxième année. En gros, c'est le nombre de médecins qui sortent chaque année. C'était 8000. Il est passé à 4000 pendant des années. Donc ça veut dire qu'on a formé beaucoup moins de médecins. Et aujourd'hui, il y a un manque. Et donc pour qu'il y en ait à nouveau suffisamment des médecins, il faut desserrer ce numerus clausus. C'est ce qu'Agnès Buzyn a fait. C'est ce qui est prévu dans la réforme. Absolument. Voilà. Il y aura plus de médecins formés, mais encore une fois, il faut 10 ans pour les former. Donc on verra les bénéfices de cette mesure-là dans 10 ans. Alors, donc aujourd'hui...
Après la question du numerus clausus, une fois qu'ils sont formés, il faut ensuite qu'ils décident d'aller s'installer dans des territoires, justement ces territoires ruraux, ces territoires reculés, qui ont peu de médecins. Et ça, comment on peut faire? Alors là, il y a eu tout un tas d'incitations, justement, financières, qui ne sont pas extrêmement efficaces, on l'a vu. Il y a des incitations de toutes parts. D'ailleurs, c'est un maquis, on ne sait plus très bien, entre les départements, les communes, l'assurance maladie, l'État. Il y a des aides de tous les côtés. Les jeunes médecins, quand ils veulent s'installer, eux-mêmes nous disent je ne sais pas trop à qui m'adresser pour savoir à quoi j'ai droit. Donc, et puis, un désert médical, c'est pas souvent qu'un désert médical. C'est souvent aussi un désert économique. Ça veut dire que ces jeunes médecins, ils s'installent avec leur famille. Ils ont envie que le conjoint trouve du travail. Ils ont envie que les enfants puissent aller à l'école facilement. Enfin, ils ont besoin, comme tout le monde, d'un minimum d'animation. C'est un manque de services publics. C'est un manque de services publics autour, oui. Alors précisément, les sénateurs, tout comme tous les élus locaux, semblent néanmoins assez décidés à s'attaquer à la question, sans doute sollicités en permanence par les Français sur le terrain, qui voient bien justement qu'il n'y a plus de médecins près de chez eux. Et là, il y a deux logiques qui s'affrontent. C'est ou l'incitation ou au contraire la coercition. Qu'est-ce qui marche, par exemple? Comment ça marche à l'étranger? Qu'est-ce qui marche? Quels sont les exemples où ça fonctionne, où on fait revenir les médecins? Agnès Buzyn avance souvent. On a des exemples de coercition, par exemple, en Allemagne et au Canada. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? On a dit aux médecins, vous allez vous installer dans les zones désertiques. Ils se sont installés en périphérie de ces zones. Donc, ils sont sortis des villes et ils sont allés dans ces zones-là, mais en périphérie. Donc, en gros, ils se sont mis en banlieue des villes sans forcément aller dans les déserts médicaux. Donc, on a vidé les villes et on n'a pas pour autant rempli les campagnes et les zones rurales. Donc ça fonctionne pas. Une mesure comme ça, de coercition, peut éventuellement fonctionner. C'est ce qu'on a fait avec les infirmières en France, quand il y a beaucoup de professionnels, quand il y a vraiment trop de professionnels. Et là, le médecin, c'est le problème, il y a une pénurie. Donc si vous voulez, si on fait une mesure de coercition, on va prendre à Paul pour habiller Jacques. Donc on va déshabiller des territoires pour en habiller d'autres. C'est pas cohérent. Il n'y a pas assez de médecins pour faire ça. Une dernière question, Mireille Wimbert. Est-ce que le poids des lobbies, le poids du lobby des médecins au Parlement, c'est justement aussi une des raisons pour lesquelles les réticences à réformer sont si fortes sur cette question? Le lobby des médecins est fort, ça c'est sûr, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est un des plus forts, pour que les gens comprennent bien. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'un médecin libéral, les médecins libéraux ont perdu pas mal de leurs attraits, si vous voulez. Le seul bastion qui leur reste, c'est la liberté d'installation. Ils sont aujourd'hui quand même assez dépendants de la Sécu, ils sont pour partie payés par la Sécu, leurs directives arrivent par la Sécu, donc le médecin libéral, la qualité de libéral, on la cherche parfois. Et elle s'exprime par ça, par cette liberté d'installation. C'est le dernier rempart. Agnès Buzyn dit, d'ailleurs le président l'a dit de la République dans son discours du 18 septembre sur la santé, il a mis en garde, il a dit attention, il va falloir vous organiser sur les territoires, sinon j'ai peur qu'on soit obligé de parler de coercition. Et c'est ce qui est en train de se passer. On pourrait y toucher à la liberté d'installation? On pourrait y toucher, vous avez bien vu que les sénateurs là sont partagés. La loi santé, elle arrive au Sénat, elle était à l'Assemblée avant. À l'Assemblée, c'était intéressant à regarder aussi. Donc on a 3 médecins hospitaliers qui sont Agnès Buzyn, Olivier Véran et Thomas Mesnier qui est rapporteur de la loi. Lui, Olivier Véran est rapporteur général des affaires sociales, qui sont des hospitaliers qui ont défendu bec et ongle la liberté d'installation des libéraux. Et ce qui est troublant à l'Assemblée nationale, c'est que ce sont les groupes finalement, les LR, sont traditionnellement tout à fait favorables à la liberté d'installation. Ce que me disait Jean-Charles Carlier, il dit même nous, on n'a pas réussi à empêcher des amendements pour obliger les médecins de s'installer. Merci beaucoup. Voilà. Vaste sujet, nous en reparlerons longtemps avec vous. Merci de votre éclairage. Vous êtes journaliste à l'Opinion et à bientôt sur ce plateau. On va tout de suite passer aux revues des unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. On démarre avec la une ce matin des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA des journaux du groupe Ebra. C'est 8 millions de tonnes de plastique qui sont rejetées chaque année et une goélette à bateau à voile, Tara, va traquer ces plastiques. La fondation Tara Océan qui lance une nouvelle mission de 6 mois sur 10 fleuves d'Europe. La goélette doit quitter sa base lundi pour un tour d'Europe après la mer Baltique. Sa mission l'amènera en Atlantique et en Méditerranée. Objectif, explorer l'embouchure de 10 fleuves et mieux endiguer l'hémorragie de déchets plastiques. Le constat actuel est alarmant. Les chiffres donnent le tournis. Selon une étude de 2015, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans l'océan, soit l'équivalent d'un camion benne par minute. À la une de l'éclair des Pyrénées, ce sont les vrais dégâts. Ou pas d'ailleurs. Que fait l'ours? Il s'agit d'un problème récurrent à cette période de l'année. Depuis 2011, les éleveurs pyrénéens sont chaque année un peu plus impactés par les attaques. Selon le rapport du réseau Ours Brun, 516 animaux ont été tués ou blessés après une attaque d'ours dans les Pyrénées. En majorité, les bêtes tuées étaient des brebis. Mais attention, selon les pro-ours, ce n'est
qu'1% des brebis qui meurent chaque année. Les attaques d'ours ne seraient donc pas si significatives à la veille des transhumances. Néanmoins, eh bien, la querelle refait surface. Parfait, à la une du Progrès maintenant, c'est l'île flottante qui produira du courant, Saveria. Ça se passe à Mornan, une île flottante qui fournit de l'électricité. En réalité, eh bien, c'est une plateforme photovoltaïque qui a été installée au milieu du lac de la Madone. Elle s'étale sur 2500 mètres carrés, soit 630 panneaux à la surface du lac. Ces installations permettent de produire 250 mégawatts par an, soit de l'électricité pour 57 foyers. On part dans le sud-ouest. Pourquoi le sable disparaît, Saveria? C'est à la une du sud-ouest, édition Pays Basque. Le sable est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée dans le monde après l'eau. Et justement, eh bien, il disparaît peu à peu en cause la surexploitation ou encore l'épuisement par érosion. Un sujet dont se saisissent les pouvoirs publics, le secteur du bâtiment et la cause principale de l'épuisement des ressources. Il faut par exemple 30 000 tonnes de sable pour faire 1 kilomètre de route et cette disparition, eh bien, elle a des conséquences importantes. Le sable est notamment indispensable dans la préservation des écosystèmes. Assurément, il y aura encore du sable sur les plages de la côte basque ou pas? On espère. Merci beaucoup, Saveria, et à demain. Au revoir. Très bonne journée. À demain. On continue, nous, avec la météo des territoires dans un instant. De Gilles Mourou, le temps s'améliore en France au point qu'il fera presque 24 degrés à Paris aujourd'hui. Vous allez le voir. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, avec ce qui s'est passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Le vote, c'est dimanche. C'est pas lundi, hein. Lundi, c'est trop tard. 67 000 morts prématurés en France liés à la pollution de l'air. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas prouvé scientifiquement. Ne vous faites pas berner une fois de plus. Ne soyez pas une nouvelle fois les dindons de la farce. N'écoutez pas que la fureur de la colère. Je vous rappelle que sur la Chine, nous avons refusé, Madame Aubry. Nous avons refusé que la Chine se voit. Vous me posez une question, est-ce que je peux vous répondre? Nous avons refusé que la Chine se voit reconnue. Avez-vous voté l'accord avec le Canada? Nous avons refusé que la Chine se voit reconnue. La question de l'économie de marché, vous prenez un mauvais exemple. Je crains que le Canada soit plutôt en matière écologique un exemple intéressant. Il nous reste 5 jours. 5 jours pour convaincre et tout donner pour arriver en tête de ces élections européennes. Nous appelons les Français à ne plus subir. Madame Loiseau, Monsieur Bardella, Monsieur Bellamy, vous aviez probablement pas confiance en eux pour qu'ils ne soient pas représentés sur ce plateau. Mais sur le fond de la question... Débat de chef de parti d'abord, je vous signale. Alors c'est un débat de tête de liste. Moi je suis candidate à une élection européenne. Vous nous reprochez de scruter l'élection européenne? Regardez la finale de la Coupe de France, regardez les 2 demi-finales de la Ligue des Champions. Vous dites attention, EELV, c'est la remontada. Ça va EELV, ça va faire un super score. Laissez-moi parler, Monsieur Wauquiez. Je sais que vous êtes un peu stressé, mais laissez-moi parler. Vous m'avez l'air assez agressif ce soir, encore une fois. Non, je ne suis pas agressif, mais j'aimerais bien pouvoir dire une phrase. Sûrement, vous n'êtes pas à nouveau dans ce tempérament du second tour de la présidentielle. Ça y est, ça faisait longtemps. Il y a une élection, oui, bon alors, Macron ou Le Pen? Ah ben tiens, il y a une autre élection, Macron ou Le Pen? Ça fatigue. Vous savez quoi, Monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup que vous me posiez ces souhaits, Madame Le Pen. Alors, quand il s'agit d'augmenter... Et je serais très heureux à cette occasion de voir si jamais vous avez un peu augmenté le standing. Ils sont bien ensemble. Franchement, ils sont très bien ensemble. France Insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste. Alors eux, sous l'influence de la députée Obono, la France indigéniste peut-être aussi. Oui, il faut bien qu'elle dise quelque chose, hein. Puis bon, elle n'a jamais été très maligne, donc ça ne s'arrange pas avec le temps.
Bon, c'est grotesque, tout le monde le sait. Bon, de quoi on parle? Je suppose qu'elle parle du passage de l'islam en politique. Bon, nous sommes contre le passage de quelque religion que ce soit en politique, on l'a toujours été. Maintenant, il y a évidemment deux enjeux, l'Europe des nations ou l'Europe de Macron. Et surtout, ces élections européennes doivent être un référendum pour ou contre Macron, parce que s'il arrive en tête, il se sentira légitimé, il prendra ça comme un chèque en blanc et il passera la 5e. Voilà, dans un instant, la suite de nos programmes. Demain, on se retrouve avec Yannick Jadot, qui est tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain en direct. Au revoir à tous.